et bienvenue entre les lignes, toujours à la Bibliothèque centrale de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes en plein aujourd'hui dans la tradition dans l'auteur Bleu Thiemoko, également auteur de plusieurs autres livres et cours. Et si la Jeune Chambre internationale m'était comptée. Ensuite, nous avons donc le conte initiatique dont nous parlerons aujourd'hui, Wandoma, j'espère avoir bien prononcé, celui qui savait le pourquoi et le comment des choses, et plusieurs autres manuscrits en attente d'être édités, ainsi que plusieurs cours de développement personnel et de leadership, dont jouant avec nos enfants, conseils au couple et comment éviter de se faire des ennemis. Et ensuite, des distinctions. Vous êtes sénateur de la Jeune Chambre internationale, médaille des armées en 2014, chevalier de l'Ordre du Mérite national, citation pour le courage et la persévérance par l'EM des forces terrestres. L'EM, qu'est-ce que c'est? L'état-major. L'état-major des forces terrestres. Si nous sommes en janvier 2015 et en 2019, on a cette œuvre-là que vous présentez au public, Wandoma. Pas une œuvre sur l'armée, pas une œuvre sur la santé, pas une autre œuvre peut-être sur la Jeune Chambre économique, mais cette fois-ci, vous dites non, je retourne chez moi, à la tradition, au pays d'An, avec Wandoma, il savait le comment et le pourquoi des choses. Pourquoi vous éloignez de ces centres d'intérêt qui vous ont valu tant de choses? Je suis parti d'un constat. En novembre 2015, avec des amis, des frères, nous avons constaté que nos parents au village avaient de plus en plus de difficultés à faire passer les ordres à leurs enfants. Donc un problème d'éducation. Un problème d'éducation. Et nous avons même constaté que ceux qui vivent en ville, qui travaillent en ville ou qui sont à l'école, respectent plus les parents que ceux qui sont au village, qui vivent avec les parents au village. Wow. Et c'est dû à quoi? Et nous avons dit qu'il y avait problème. Et selon vous, c'est dû à quoi? Parce qu'on se dirait que ceux de la ville seraient plus loin de leurs parents que ceux du village. Exactement. Et le constat que nous avons fait, c'est que les parents même ont cessé de transmettre les valeurs culturelles que nos aïeux transmettaient avant. Mais est-ce qu'Abidjan le fait? Est-ce que, je dis Abidjan, on ne le fait pas à Abidjan. Est-ce qu'en ville, on le fait? On ne le fait pas en ville, mais il y a une autre forme d'éducation qui se fait en ville. Quand les enfants sont à l'école, il y a l'instruction civique, il y a des matières qui sont enseignées, qui permettent à l'enfant, qui enseignent le respect des parents, le respect des lois, le respect des personnes âgées. Donc même si les parents ne le font pas, l'école le fait. L'école prend le relais. Alors que ceux de nos frères qui vivent avec nos parents au village n'ont pas la chance. Ils ont été à l'école un moment et ils sont retournés au village. Et ils se situent entre deux mondes. Ils ne sont plus dans le monde moderne à l'école et ils ont coupé avec le monde traditionnel de nos parents et ils sont au milieu. Mais de façon géographique, ils sont toujours dans la zone rurale, mais ils ne pratiquent plus tout ce qui se pratiquait comme culture avant. Et vous vous êtes dit, pour essayer de pallier à cela, il faut reprendre les choses en main. Il faut retourner à nos traditions, il faut retourner à nos valeurs traditionnelles. Et nous avons institué un festival des valeurs traditionnelles. Comment est-ce qu'on le prononce? Mouzi. Mouzi. Mouzi, ça veut dire chose ancienne. Chose ancienne. C'est chose, et puis zi, c'est l'ancienneté. Alors, pour ramener l'éducation, la discipline, la règle, on aurait peut-être pensé que vous alliez, avec vos amis, instaurer peut-être, je ne sais pas, une certaine discipline, celle que vous avez acquis au niveau des armées, puisque vous êtes médecin militaire à la retraite. Oui. Vous n'avez pas enfin, je ne sais pas, pourquoi vous dites la tradition serait la meilleure guérison, la meilleure cure pour cette panacée-là? Parce que nous avons les preuves que nos parents avaient tous les éléments en main pour donner à leurs enfants l'éducation qu'il faut. Il existe dans notre culture tous les éléments, tous les atouts. Qu'il s'agisse des jeux de société que nous pratiquons quand nous sommes au village, qu'il s'agisse des contes que nos parents nous racontent les soirs, qu'il s'agisse des danses, des chansons qui sont de pratiques courantes. À travers tous ces éléments,
nous avons des enseignements que nous ne pouvons pas trouver dans la culture moderne, à l'école. Et nous avons pensé qu'en allant vers nos parents pour essayer de ressusciter ces valeurs, nous aurons la possibilité d'inculquer à nouveau une manière de se comporter et une manière d'entreprendre, d'entrevoir la vie, tant au niveau de la ville qu'au niveau du village. Alors, le constat, je repars sur le constat qui a été fait. Ceux du village ont la capacité et ont le devoir d'inculquer les valeurs à leurs enfants. Exactement. Pourquoi ne le font-ils plus? Ça, il faudrait peut-être leur demander, mais... Mais vous êtes de là-bas, oui, vous avez forcément eu langue avec eux. Nous avons eu langue avec eux, nous nous sommes réunis plusieurs fois avec eux, et eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils avaient perdu cette habitude. Et que les enfants ne les écoutaient plus, parce que les enfants disent que les valeurs traditionnelles n'ont plus de droit d'exister, puisque tout s'apprend à l'école, tout se voit à la télévision, ils n'ont plus besoin d'écouter leurs parents. Mais au moins le message est transmis. Au moins, non, le message n'est pas transmis, puisqu'il y a des parents qui ont carrément démissionné. Ah d'accord, c'est bon. Les parents ont démissionné. Certains le font, certains ne le font pas. D'accord. Certains ne le font pas. Est-ce que vous pensez qu'au travers de votre festival et aussi de cette œuvre-là, vous allez essayer de ramener cette couche-là qui a disparu? Tout à fait. Tout à fait, parce que nous avons déjà eu 2 éditions de ce festival, en 2016 et en 2017, et nous nous sommes rendus compte qu'il y a un véritable engouement autour du festival, de la part des jeunes, mais également de la part des parents. D'accord. Et à part le festival ne vous suffit pas, vous décidez d'écrire? Oui, l'écriture, c'est une suite logique, parce que nous avons promis, à travers les termes de référence de ce festival-là, nous avons promis faire de la sauvegarde de notre patrimoine culturel et patrimoine matériel et immatériel un des objectifs principaux. Donc, Wondome. J'ai bien prononcé, j'espère. Wondome, oui, vous avez bien prononcé. C'est ça. C'est d'accord. Qui est l'un des contes qui ont été dits lors de la première édition, a été sélectionné et transcrit. Transcrit, d'accord. Ce n'est que le premier pas parce que tous les autres contes seront transcrits. Parlons maintenant de ce conte-ci. C'est un conte qui a véritablement... Bon, on se dit les contes, c'est des histoires qui n'ont pas existé, c'est des choses que les parents ont inventées. Oui. Est-ce que celui-ci a vraiment eu lieu? Est-ce que ça a vraiment existé? Pana a vraiment existé? Ou c'est juste bon, le fruit de l'imagination, le fruit de votre imagination? Non, ce n'est pas le fruit de mon imagination. Est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé? Mais je vous révèle que ce conte a été dit dans les années 50. Et moi, j'ai eu la chance d'écouter une ancienne cassette qui a retranscrit les chants d'un masque, un grand masque comme on dit chez nous. Et pendant qu'il chantait, il a raconté un bout de conte qui contenait l'essentiel de ce qui est écrit ici. Et moi, les conseils qui ont été donnés, les explications qui ont été données m'ont tellement plu que j'ai trouvé essentiel et nécessaire de transcrire ça pour que ça soit mis à la disposition de tout le monde. Parlons de Pana, votre personnage principal. Oui. Pana, jeune garçon, jeune homme, travailleur, aimé de tous et de toutes dans le village, avait tout pour être heureux. Mais il n'était pas satisfait de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il observait autour de lui des comportements qui lui paraissaient, j'allais dire, paradoxaux. C'était paradoxal que, par exemple, qu'un enfant dispute la même fiancée que son père. C'était paradoxal qu'une... Ce qui n'existe pas à une certaine époque. À une certaine époque, c'était paradoxal qu'une mère maudisse ses enfants pour quelque faute que ce soit. C'était paradoxal également que des enfants refusent d'accompagner leurs parents dans les plantations pour les aider à travailler. Et c'est ce qui préoccupait Pana, il voulait comprendre. Et ce qui l'a le plus troublé, c'est que quand il pose la question aux personnes qui sont supposées tout savoir, personne n'arrive à lui répondre.
Que devons-nous retenir de ces 2 points? Non seulement vous avez parlé de ce qui était paradoxal, mais qui existe aujourd'hui, que vous voulez essayer de guérir au travers de cette œuvre-là, oui. Mais le fait que les personnes âgées n'arrivaient même pas à répondre aux questions de Kwana, c'est un peu ce qui se passe. Exactement, c'est ce qui se passe. Et Kwana a donc décidé d'aller à la recherche du savoir, de la connaissance, pour avoir ces explications. Et il se retrouve justement avec une personne qui n'est pas appréciée des villageois. Des villageois. Personne n'a pu l'aider dans le village, et c'est cette personne qui est détestée, qui est mal aimée, qui vit en marge de la société, qui est partie... Non, le dépotoir. Pourquoi? Du dépotoir. Pourquoi vous la faites vivre là-bas? Parce que personne ne la supporte au village. C'est une sorcière Une sorcière, mais elle a perdu tous ses parents. Et quand c'est comme ça, habituellement au village, on dit c'est parce que la personne est sorcière qu'elle a fini par bouffer, entre guillemets, manger entre griffes tous ses parents. Donc on l'isole. On l'isole. On la fait vivre près d'un dépotoir. Voilà. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut abroger, n'est-ce pas, dans vos traditions. Il faut abroger parce que cette personne peut se révéler utile, comme ça a été le cas de cette vieille Sanlé, son nom, qui a pu indiquer à Kwana le chemin à suivre pour aller trouver les réponses à ces questionnements. Un vieil ermite. Un vieil ermite. Alors, donc, quand on regarde un peu le parcours de Kwana, du questionnement jusqu'à la vieille Sanlé, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes, en fait? Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas à l'évidence. Cherchez la connaissance, même dans les endroits les plus inédits. Et puis vous trouverez, comme un dépotoir, on peut y trouver la connaissance. On peut accepter ce discours-là aujourd'hui? Oui. Quand un jeune aille jusque dans un dépotoir, c'est un conte après tout. C'est un conte. Voilà. Donc ça veut dire simplement qu'il ne faut pas se fixer des limites. Quand on veut la connaissance, il faut aller au-delà de tout ce qui se voit et de tout ce qui s'entend. Quand on regarde un peu le pays d'An, oui. On se dit que c'est un pays qui est très à cheval sur les traditions. Il y a les masques, les cérémonies et tout ce que vous avez pour raconter un peu, pour pérenniser vos traditions. Mais en 2019, le constat est quand même amer. Il y a des choses à faire. Et vous nous dites que Wodomain devrait participer à l'éveil des consciences. Tout à fait. Depuis l'apparition de votre livre, comment est-ce que les jeunes regarde ce livre? On finit de le lire, on le dépose et on repart dans nos mêmes habitudes? Le livre a été bien accueilli et les impressions que les premiers qui ont lu le livre ont bien voulu me donner ressortent le fait que le livre leur a appris beaucoup de choses. Même des adultes disent avoir appris à nouveau beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qu'ils avaient déjà perdues. Et donc, des parents se sont intéressés au livre et ont promis l'offrir à chacun, à leurs enfants, pour qu'ils s'en imprègnent. Parce que ça enseigne suffisamment de valeurs sur le peuple d'An. Et justement, si on n'est pas d'An, on peut se retrouver dans le livre. Tout à fait. Parce que, bon, l'imaginaire africain est le même. C'est le même. Quand vous nous dites... quand elle arriva devant sa case, elle jeta négligemment son bagage par terre. Oui. Vous nous dites, aussitôt les bois du fagot se redressèrent, se ruèrent sur la dame, la soulevèrent à leur tour avant de la jeter violemment contre le sol. Oui. Bon, là on est dans le conte, on se dit ça ne peut pas exister, c'est pas possible. Ça peut exister, mais pas de manière visible, pas de manière licite. Comment? En fait, je veux dire... que dans la nature, en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Tout ce que nous posons comme acte nous revient. Okay. C'est ce que j'ai voulu dire. Okay, là, je comprends. Que ce soit le fagot jeté violemment au sol, que ce soit l'eau sale que la ménagère renverse sur le trottoir où tout le monde passe, il y a toujours un retour. Du bâton. Du bâton. Enfin bon, un retour de ce qu'on a semé. Un retour de ce qu'on a semé. Ça peut être positif aussi. Ça peut être positif. Mais dans ces cas-là, ça a été négatif et le retour est également négatif. Donc on retient que d'autres peuples se retrouveraient facilement, les Akans, les Sénoufos, les Malinké, tout le monde se retrouverait. Tous les Africains. Tous les Africains. Donc on sort du peuple d'An. Oui, il y a même une de nos amies canadiennes
qui, dès qu'elle a vu le titre du livre et puis l'explicatif qui est en bas, m'a tout de suite demandé de lui faire parvenir un exemplaire. Pour essayer de... Voilà, c'est une Canadienne qui a travaillé pendant un certain temps en Afrique et qui est repartie et qui adore les contes africains. Alors la thématique, c'est la thématique donc de la connaissance que vous abordez. Oui. La connaissance, la discipline, le dépassement de soi. Dépassement de soi et surtout le respect de la nature. Le respect de la nature. C'est important? Très important. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de respect de la nature, nous, on le voit de façon officielle, on le voit de façon conventionnelle, avec tout ce qu'on a, parlant entre griffes de... Ah, il faut maintenant penser à vivre de façon écologique, revenir aux cités vertes. Mais vous, quand vous le dites en tant que dents, et dents très pures, quand vous dites respect de la nature, il y a une autre connotation. Oui, parce que... et là, je vais sur peut-être une base un peu spirituelle. Une base spirituelle. Puisque le dent, il est très lié à la nature. Le dent interprète tous les signes que la nature émet. Tous les signes que la nature émet. Un dent s'élève de son village, de sa maison. Il doit entreprendre un voyage. Dès qu'il sort de son village et que le pied droit ou gauche heurte un caillou, il se retourne. Il peut se retourner parce que s'il sait que c'est le pied gauche, il se dit tout de suite que le voyage ne sera pas bon. Donc il revient. Ça peut être juste qu'il n'a pas vu. Ça peut être juste qu'il n'a pas vu, mais il va revenir, faire ce qu'il y a à faire avant de repartir. C'est quoi faire ce qu'il y a à faire, colonel? Il faut sonder les ancêtres, leur demander l'autorisation, la permission, si ça n'a pas été fait avant, et puis reprendre le voyage. Je veux dire, en ce 21e siècle-là... Oui, même au 22e siècle, on le fera toujours. Sonder les ancêtres. Et vous les sondez comment, ces ancêtres-là? La méthode varie selon chaque personne. Oui. Donc, je veux dire, en venant ici, aucun de vos pieds n'a cogné un caillou, j'espère? Non, heureusement. Sinon, vous serez retombé. Sinon, j'aurais annulé l'émission. C'est magnifique. Demain, un conte pour essayer de remettre un peu sur le pas de certaines choses au niveau social qui ont disparu, des valeurs qui ont disparu. D'accord. Je crois que de plus en plus, tout ce qui est patrimoine parolier, patrimoine immatériel, patrimoine matériel des cultures africaines, revient à la mode. On le voit avec les questions sur l'histoire, les archives, les musées, mais aussi avec les nombreux festivals comme lui ici et là, pour qui veulent ramener un peu la au bout culture, du jour tout ce qui est culturel, tout ce qui est authentique en Afrique. Mais ça ne nous empêche pas de lire ce livre avec un autre regard. Exactement. Justement, c'est ce qu'on attend avec impatience. Et de se demander déjà, pourquoi avoir choisi le conte dans un univers qui lui paraît si hostile, docteur? Le conte est tellement riche. Parce que quand je me rappelle mes soirées d'enfance. Ça, c'est à votre époque. Là, il parle de cette époque-ci. Oui, cette époque-ci, la génération Est-ce que la jeunesse... Il n'y a pas un autre élément qui a pu remplacer le conte dans l'époque actuelle. D'accord. Il n'y en a pas. Donc, selon vous, le conte malgré pas, les temps, reste encore un élément essentiel. D'accord. Où on demain? Pourquoi est-ce que vous choisissez un titre qui me paraît aussi nouveau, aussi particulier? C'est en langue. Aussi particulier. C'est en langue. Yacouba. Vous savez, quand on a pris l'engagement... Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire simplement le sage? Le sage, c'est pas dans. D'accord. C'est français. C'est français. Et moi, je vais ramener... Je ne suis pas français. Je vais ramener les jeunes vers notre tradition. Mais le livre est écrit en français. Par souci de marketing, j'aurais pu mettre un titre qui fait beau. Vous avez dit il savait. Est-ce qu'il ne sait plus? Il savait parce qu'il n'est plus. Il n'est plus, d'accord. Il savait le comment et le pourquoi des choses. C'est donc un savant africain. Un savant africain. Un savant à la manière traditionnelle. Oui. Et il sait pratiquement tout. Il sait tout.
D'accord. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Ça, c'est l'Afrique, ça. Il sait tout. Il sait tout. En tout cas, pour ceux qui étaient de son entourage à l'époque, ils ont eu des réponses à toutes leurs questions quand ils partaient vers lui. Donc, le personnage a existé? A existé. D'accord. Il a existé, le personnage a existé et répondait effectivement aux sollicitations. Est-ce qu'en faisant un conte avec un personnage qui a existé, vous ne brisez pas l'un des grands mythes du conte qui dit que les événements se déroulent, mais que toutes ces histoires se passent il y a longtemps, très longtemps, dans un passé indéfini? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture avec ce que le conte que nous connaissons? Magnifique question. Il y a une rupture, mais pour l'intérêt que cela représente pour la population. Pour les valeurs que ce conte enseigne et pour, j'allais dire, ce personnage incontournable qu'a été l'érudit ermite, qui est le vieux Guégandet. C'est ça. Je pense qu'il fallait raconter l'histoire. Alors, revenons donc à l'histoire. Justement, il faut la raconter. Vous prenez un jeune homme, un personnage, j'ai envie de dire, du nom de Pana. Pana évolue dans le village qu'on appelle Sedepleu. Alors, cette nomastique, elle est particulière quand même. Un peu dans la droite logique de Wandome. Pourquoi Sedepleu? Pourquoi Pana? Il prononce bien. Est-ce que ces noms ont des significations particulières? Sedepleu, non? Sedepleu. Comment on prononce Sedepleu, c'est ça, c'est exactement ça. Le E central. Le E central. Ok, au Yakuba. D'accord. Bana, c'est un nom typique. C'est un nom typique, d'accord. Mais Sedepleu veut dire village du chef. Ah, d'accord. Donc on ramène le village à la chefferie. À la chefferie. D'accord. Sedepleu. Alors, le souci de Pana me paraît assez particulier. Oui. Plutôt que de songer à nourrir sa famille, à cultiver sa terre, il est en quête de connaissances. Est-ce que cela est commun dans les cultures africaines anciennes, que de voir des personnes, des personnages qui s'intéressent à la connaissance pure, des idées, des choses? C'est pas commun. Et qui en font un parcours. C'est pas commun, mais cela existe et ça caractérise un petit nombre de personnes. Un qui émerge. Voilà, il y a un qui émerge, un groupe qui émerge et qui se met toujours au devant de la recherche pour apporter la connaissance à tout le monde dans le village, pour faire profiter des fruits de ces recherches à tout le monde. Alors moi je suis un peu intrigué par la diégèse. Alors, c'est à croire qu'il n'y a pas de savants autour. Nous sommes à quelle page? Nous sommes aux pages 16 et 17. Exactement. Okay? Un matin, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à éclairer le ciel, Bana se vêtit de son baboun. Et baboun, ce serait la tenue. C'est ça que le baboun. Ah, le grand boubou. Alors, il fait un périple. Il rencontre Nzie, il rencontre Seya et il rencontre Dune, sans avoir de réponse à ses préoccupations. Alors, question. On a des jeunes qui veulent savoir, mais personne ne peut leur donner la réponse. Est-ce que vous n'êtes pas en train de battre en brèche tout le mythe, ou bien tout le mythe qui dit que la connaissance est l'affaire des anciens? Parce qu'il rencontre des anciens, mais tous les anciens lui disent invariablement, fils, ta demande, à la page 19, ta demande est plus grande que tout ce que je sais. Je me suis 1000 fois posé cette même question. Mais mon âge ne me permet plus de marcher vers leurs réponses. Réussis ta mission et viens m'informer des réponses que tu auras trouvées. Pourquoi est-ce que vous battez ici en brèche la connaissance des anciens? Et il s'appelle Dune le Sage, à qui Pana a posé la question. Alors, cela veut dire simplement que nul n'est détenteur exclusif du savoir. En tout cas, au niveau des simples humains. Même qu'on se fait appeler le sage. Hein? Oui, le sage. En Afrique, on dit sage, celui qui a passé un certain nombre d'années. Qui a passé un certain nombre d'années. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir, considéré de ce point de vue, on peut avoir des jeunes qui sont sages. Parce que le sage au village, c'est une somme d'expérience. Et de connaissances. Et de connaissances. Aujourd'hui, en lisant des livres, en regardant des émissions, un jeune, en 30 jours, en 3 mois... La sagesse n'a pas d'âge. La sagesse n'a pas d'âge. Il peut acquérir toutes ces connaissances, toutes ces expériences pour les avoir lues, pour les avoir regardées à travers des films. Donc il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Voilà. Alors, j'ai donc juste 2 questions. La première,
pourquoi est-ce que vous dépeignez le personnage de Sanlé, page 25, et le personnage de le vieux sage Guégandé Oui. comme des personnages qui sont hors de la société? Parce que Sanlé vit outre, en dehors du village, Oui. c'est de pleu. Près du débutant. Et le parcours pour retrouver Guégandé, c'est un périple Oui. qui nous amène à l'autre bout du monde. Oui. Pourquoi est-ce que c'est si loin de retrouver ces personnes qui savent? Et en définitive, qu'est-ce qu'on retiendrait de ce conte qu'il faudrait conseiller à nos jeunes gens tout à l'heure? Concernant Sanlé, c'est une personne qui est mal aimée, qui est détestée. C'est ça. Comme il en existe Et partout. comme il en existe partout, et qui garde pourtant son utilité pour le reste de la population. Est-ce que vous réhabilitez les marginaux? Exactement. Je veux dire que personne, en tout cas personne ne doit être rejeté de la société parce que chacun, un jour ou l'autre, fera son apport à l'évolution de la On société. détient un bout de connaissance. Détient son bout de connaissance. D'accord. Alors, Concernant le vieux Guégandé, Guégandé, quand le vieil ermite. le vieil ermite, quand les personnes deviennent sages et atteignent un certain niveau de connaissance, de spiritualité, vous de voulez dire? spiritualité, D'accord. ils n'ont plus que faire de l'ambiance du quotidien, quotidienne. du quotidien, l'ambiance quotidienne, les valeurs quotidiennes, les belles maisons, les habillements, il n'a plus besoin de tout ça. D'accord. Donc c'est la connaissance. Il a la connaissance et il est plus proche de Dieu. Il symbolise donc la grande connaissance. D'accord. Ma dernière question, Christelle, On a parce que terminé c'était l'émission. intéressant. Le temps qui nous était parti est terminé. D'accord. Alors, ne vous y trompez surtout pas. Ce petit texte de Comment vous le trouvez? Bien de écrit, bien 69 illustré? de 69 pages, aux couleurs chaudes, avec de belles illustrations à l'intérieur, bien que ne contenant que 69 pages, est un nid de science et de sagesse. À la lumière, ou bien à l'image du vieux Guégandé, qui en sait beaucoup, il me semble que l'auteur, le docteur général, sénateur, les titres sont nombreux, Bleu Tcheboko, a bien appris de ses années au village et qu'il livre ici une sorte de recette pour les jeunesses, je dis, dans toutes leurs dimensions, qui ont envie d'apprendre, de savoir quelque chose. C'est un livre qui serait bon pour la diaspora. Ces personnes qui vivent hors du pays, qui ont envie de sentir un peu la couleur locale, feraient bien de s'acquérir. J'espère que son éditeur va le distribuer un peu partout. Bravo pour un conte, c'est un bon livre. Bravo à vous, colonel docteur, à la retraite. Merci de nous avoir permis de faire une intrusion dans votre tradition. On se retrouvera dimanche prochain pour une autre émission d'Entre les lignes. Le livre est disponible en librairie. Merci de l'acquérir. Merci et au revoir.